qui parvient sous forme inchangée dans la circulation systémique, sanguine systémique. D'accord? C'est la fraction de manière inchangée, non métabolisée. D'accord? C'est la quantité. Et on avait conclu, rappelez-vous, que lorsqu'on administrait le médicament par voie intraveineuse, on avait une biodisponibilité de 100%. Pourquoi on avait dit que c'était 100%? Parce que lorsqu'on introduisait l'aiguille directement dans la circulation générale, on libérait le médicament. Le médicament ne passe pas par le foie la première fois. Très bien. Donc, on avait dit qu'il y avait deux types de biodisponibilité. La biodisponibilité absolue et la biodisponibilité relative. Quand est-ce qu'on parle d'une biodisponibilité absolue? Lorsqu'on calcule, lorsqu'on calcule la biodisponibilité, d'accord, lorsqu'on la compare à la voie IV, intraveineuse, d'accord? Donc je vais l'expliquer comme on avait fait la dernière fois. Regardez, le titre de cette diapo, c'est la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps après administration intraveineuse. Comme on l'avait dit, en pharmacocinétique, il y a ce graphe-là qui est très important. C'est le graphe à partir duquel on peut étudier la pharmacocinétique des médicaments. Qu'est-ce qu'il donne à le graphe? Sur l'axe désordonné, c'est la concentration plasmatique du médicament. Oui, maintenant, c'est l'axe des abscisses. Vous avez le temps. Donc, concentration plasmatique du médicament en fonction du temps. Regardez l'IV lorsque vous injectez par intraveineuse, par une administration intraveineuse. Dès que vous injectez, vous avez 100% de biodisponibilité, d'accord? Le médicament est à 100%. Si vous injectez 1 gramme, ou 1 gramme le sang. Si vous injectez 500 mg, ou 500 mg le sang, d'accord? Donc, finalement, il n'y a pas d'étape de résorption, il n'y a pas d'étape d'absorption. Le médicament commence à disparaître, d'accord? Lorsqu'il commence à disparaître, il déverse le sang. Ça veut dire que votre médicament est à la fois distribué, il est à la fois éliminé de l'organisme. Qu'est-ce qu'on avait dit pour calculer la biodisponibilité absolue pour la voie orale ou pour la voie rectale ou pour la voie sous-cutanée ou pour la voie sublinguale? Il fallait calculer l'air sous la courbe. Misaha taht al-munhana. L'AUC, l'air sous la courbe. Sminaha air sous la courbe en français, ou on l'a appelé AUC en anglais, c'est-à-dire curve, air under the curve. Donc, comme une misaha, c'est l'air sous la courbe. Je le calcule à partir d'une administration IV. OK? Donc, pour l'IV, on a 100% de biodisponibilité. Donc, à qu'est-ce que c'est? Vous constatez que ce graphe-là,
de la concentration plasmatique du médicament en fonction du temps ne ressemble pas au précédent. Parce que c'est la voie intraveineuse. Dès qu'on injecte, ok, on a 100% de biodisponibilité. Donc, il faut mémoriser ça. C'est le profil, okay, le profil de la concentration plasmatique du médicament après injection intraveineuse. Par contre, si c'est la voie orale, regardez, après administration orale, maintenant après administration per-os, regardez, vous avez un autre profil. La concentration plasmatique, elle est à 0, à T égale 0. Mais plus le temps s'écoule, plus le temps s'écoule, d'accord? Plus l'وقت يجوز الوقت, la concentration plasmatique augmente progressivement jusqu'à arriver à un Cmax. Donc, c'est l'étape d'absorption. Par contre, lorsqu'on arrive à une Cmax, il y a une étape, le médicament disparaît du plasma, disparaît du sang, soit il va diffuser vers les organes, soit encore il est éliminé du corps. D'accord? Très bien. On peut calculer l'AUC. L'AUC, l'air sous la courbe de toute cette partie. D'accord? Très bien. Donc, comment on calcule maintenant? Comment on calcule la biodisponibilité? On la calcule comme ça, regardez. La biodisponibilité, pour la voie orale, on la calcule comme ça. On a dit que la biodisponibilité, c'était la lettre F majuscule. F égale à l'AUC orale, à l'air sous la courbe de l'AUC orale, divisé par l'AUC IV, c'est-à-dire le graphe de l'intraveineuse, je calcule l'air sous la courbe IV, que je multiplie notre dorbo fois la dose en IV, j'inverse dose IV sur la dose orale. Et si vous avez dans les deux cas, c'est-à-dire par voie orale et par voie IV, vous avez injecté, vous avez 100%. Ça, c'est la biodisponibilité absolue parce que je compare toujours ma voie d'administration que je suis en train d'étudier par rapport à l'IV, à l'intraveineuse. D'accord? Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, les jeunes, c'est que la biodisponibilité F est un paramètre pharmacocinétique. Parce qu'en pharmacocinétique, il y a plusieurs paramètres. Par exemple, comme Cmax, concentration maximale, vous avez le T1,5, le temps d'élimination, vous avez la clairance, il y a plusieurs paramètres. Donc, la biodisponibilité est fonction, d'accord, est un paramètre pharmacocinétique. Donc, il y a une question qui dit, est-ce que l'AUC, IV change en fonction du médicament? Bien sûr que oui. L'AUC change en fonction de la dose que vous administrez, même pour un même médicament. D'accord? Notez comme un exemple. Dès un paracétamol, 1 gramme. Vous injectez 1 gramme. La biodisponibilité, c'est la présence, la biodisponibilité, c'est la disponibilité du médicament. C'est la quantité du médicament qui se trouve dans la circulation générale sous forme inchangée. D'accord? Donc, si vous administrez 1 gramme pour le paracétamol, est-ce que c'est le même AUC pour lorsque vous injectez 0,5 grammes? Oui ou non? Ben Hussein, l'autre fille. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Non.
Vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît, les jeunes. Si vous avez des questions, j'ai du mal à lire les bulles. Posez-moi, allumez le micro, posez-moi la question et puis rééteignez le micro, d'accord? Donc finalement, si vous injectez l'AUC, la quantité qu'on administre, d'accord? Parce que l'AUC, il traduit la quantité qui est arrivée dans la circulation générale sous forme inchangée. Et il permet de calculer la biodisponibilité, d'accord? Est-ce que vous avez compris l'autre fait? Monsieur, merci. Très bien, parfait. Donc, regardez, donc la biodisponibilité F est un paramètre pharmacocinétique qui renseigne, il nous donne une idée sur l'absorption. D'accord? Je vais l'expliquer. D'accord? Si F, par exemple F, éteignez s'il vous plaît le micro, j'entends quelqu'un en train de tirer sa chaise. D'accord? Essayez d'éteindre, allumez instantanément le micro pour juste poser la question à d'autres fois. Ok les jeunes? Très bien, regardez. Imaginez si F par voie orale égale 40%. 40%, je F égale 40% pour la voie orale. Je 40% du médicament est absorbé. 40% est arrivé sous forme inchangée dans la circulation générale. Pour 1 gramme de médicament administré, si vous administrez 1 gramme, si la biodisponibilité est égale à 40%, maintenant 0,4 grammes arrive, fait 1 gramme, 40% à 1 gramme, c'est 0,4. 0,4 grammes arrive sous forme inchangée dans la circulation générale. D'accord? Si vous avez F, par exemple, la biodisponibilité par voie orale ou la par voie rectale, ce que vous voulez, d'accord? Égale 90%. Ça veut dire que 90% du médicament est absorbé. Donc, pour 1 gramme de médicament, si c'est 90%, 0,9 grammes arrive sous forme inchangée dans la circulation générale. Donc, finalement, la biodisponibilité F nous renseigne sur l'absorption. D'accord? Très bien. Donc, une bonne biodisponibilité absolue, ça sous-entend une bonne absorption. Une mauvaise biodisponibilité, ça sous-entend une mauvaise absorption. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette biodisponibilité absolue? Non. Oui, un oui ou un non? Non? Très bien. Voilà. Donc, on peut également calculer la biodisponibilité relative, mais chez absolue, relative. Quand est-ce que je calcule? Alors, il y a une question. Est-ce que ça a une relation avec le PPH? Bien sûr, il y a une relation étroite entre le premier passage hépatique et le fait que le médicament n'arrive pas à 100% dans la circulation générale. Parce qu'une partie du médicament est éliminée par le foie. Mais aussi, c'est pas la seule cause. Aucun phénomène dans l'univers, un phénomène qui est où le rendement est toujours à 100%. Donc, l'absorption ne peut pas toujours être à 100%. Mustahil. Ok, imaginez la voie orale. Si vous prenez un médicament par voie orale, lorsque vous prenez un médicament par voie orale, il y a une partie qui va aller vers les excréments. Elle ne sera même pas absorbée. Donc, il y a toujours des pertes liées à l'absorption, des pertes liées au PPH. Ce qui est sur la biodisponibilité, F, absolue, nous renseigne. C'est un paramètre pharmacocinétique qui nous dit cette voie donne une bonne absorption ou une mauvaise absorption du médicament. Est-ce que vous avez compris, Amine? D'accord, merci. De rien. Très bien. Maintenant, on passe à la biodisponibilité relative. D'accord? Biodisponibilité relative. Donc, relatif parce que ça, je vais comparer l'AUC à la voie que je suis la voie d'administration que je suis en train de tester
par rapport, non pas par rapport à qui est très utilisée, c'est-à-dire la voie de référence qui est la voie orale. Donc, regardez, je calcule l'AUC, la voie orale d'un produit testé, par exemple, un paracétamol algérien, la voie orale du produit de référence, Doliprane. Je compare l'AUC tel Paralgan, l'AUC tel le Doliprane. Dans ce cas-là, j'ai pas le droit de dire que F, c'est une biodisponibilité absolue. Je n'ai pas le droit, j'ai le droit de dire que c'est F, c'est la biodisponibilité relative. D'accord? Donc, biodisponibilité relative, lorsque je compare la même voie, mais deux produits, un produit générique et un produit de référence, soit que je compare une autre voie, par exemple la voie rectale, mais je la compare chez Alivé. Je peux parler dans ce cas-là d'une biodisponibilité relative. Ce qui est sûr, s'il vous plaît, que F est toujours égal à l'AUC que je suis en train de tester sur l'AUC de référence. Très bien. Y a-t-il des questions par rapport à cette biodisponibilité? Oui. Il y a des questions? Pas de questions? Très bien. C'est clair, parfait. Alors. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Oui. Pour la voie absolue et la voie relative, c'est-à-dire dans la voie absolue, on va comparer toujours à l'injection UV intraveineuse entre deux voies, le même médicament qui va utiliser. Et par rapport à la relative, c'est deux médicaments différents, de même voie. C'est ça. Pardon, répétez, je vous ai pas entendu, répétez la question. Donc, pour les deux voies, absolue et relative. Pour la voie. Mais chez biodisponibilité, absolue et relative. Entre toujours deux voies différentes, le même produit. C'est-à-dire, c'est la biodisponibilité absolue, c'est le même produit, c'est le même médicament, mais je compare toujours par la voie IV. D'accord? C'est le même produit. Voilà, le même produit. Oral, IV. Rectal, IV. Sublingual, IV. Toujours par rapport à l'IV. Et bien sûr, ça sous-entend que c'est le même produit. C'est le même médicament que je suis en train de comparer. Là, qu'est-ce que je compare? Je compare soit un générique relatif, un générique par rapport à une référence. Par exemple, le Paralgan Saïdal, ok, ou le Doliprane français, d'accord? Vous allez calculer les deux par voie orale, vous allez calculer les AUC et faire le rapport pour voir est-ce que le Paralgan a une même biodisponibilité que le Doliprane ou la. D'ailleurs, c'est une condition pour qu'un générique soit mis sur le marché, le produit générique, lorsqu'on fait F, on calcule F, en dessous de 90%. L'AUC, la différence, la 10%, d'accord? La biodisponibilité, le produit générique, la biodisponibilité d'ILO, elle doit être vraiment très, très proche de celle du produit de référence. Voilà. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui, merci. Biodisponibilité. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette diapositive? OK. Essayez d'éteindre les micros maintenant. Regardez la biodisponibilité, vitesse de résorption et index thérapeutique. Alors, c'est quoi cette histoire de biodisponibilité, vitesse de résorption? Regardez, c'est exprès. On vous a donné trois médicaments. C'est le même médicament, mais la composition en excipient, elle est différente. C'est que ces trois médicaments se dissouent de manière très différente et ils sont absorbés de manière très différente.
et B et C, c'est le même médicament. Imaginez que c'est du paracétamol. Bref, la recette de leur fabrication est différente. L'excipient est différent. La dissolution est différente. Donc, l'absorption est différente. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, si vous calculez l'AUC, il est égal, l'AUC-C est égal à l'AUC-B. L'AUC-B, il est égal à l'AUC-A. Parce que هذا il est étiré, هذا il est plus ou moins large, ou هذا il est étroit au طالع. Mais si vous calculez les AUC, vous allez voir que c'est pareil. Ce qui fait la différence ici, c'est la vitesse d'absorption. Regardez, toujours on est sur le graphe de la concentration plasmatique en fonction du temps. On voit clairement qu'il y a absorption progressive, c'est la phase d'absorption. Et puis, on arrive à une concentration maximale, et puis, ça diminue, ça disparaît du sang. C'est la phase de distribution et d'élimination. S'il vous plaît, les jeunes, j'ai un retour de voix. Essayez d'éteindre les microphones. Vous pouvez les allumer juste au moment où vous allez poser la question. D'accord? Très bien. Donc, regardez, on a AUC égale AUC, égale AUC, sauf que la vitesse n'est pas la même. On a la vitesse d'absorption, elle est faible. La vitesse d'absorption, elle est trop rapide. Ou là, la vitesse d'absorption, elle est optimale. Regardez, pour un médicament, on définit toujours un seuil d'efficacité. Le seuil d'efficacité, si vous administrez un médicament, il est absorbé très lentement, très lentement. Là, quand il est absorbé, vous pouvez ne pas atteindre le seuil d'efficacité. Mais le médicament qu'on fait ne va pas être efficace. Par contre, si votre médicament est absorbé très rapidement, très rapidement, ok. Regardez, vous allez atteindre un seuil de toxicité. Tellement la vitesse d'absorption était rapide, on est arrivé à une concentration plasmatique qui a dépassé le seuil de toxicité. Le médicament, au lieu d'exercer un effet thérapeutique, il sera, dans ce cas-là, toxique. Par contre, si la vitesse d'absorption est optimale, vous êtes dans la fourchette thérapeutique. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce graphe-là? On peut conclure que une biodisponibilité n'est pas égale à une efficacité. Une bonne biodisponibilité n'est pas égale à une efficacité. On va le vérifier. Regardez. On a C ou le B ou le A dans le même AUC. Eh bien, regardez, C, on n'est pas arrivé. C'est malhaqsh au seuil d'efficacité. Donc, la biodisponibilité me renseigne sur l'absorption, mais ne me renseigne pas sur l'efficacité. Chez les médicaments, il a une très bonne biodisponibilité, donc il est efficace. Non. Il a une très bonne biodisponibilité, mais il a été bien absorbé. C'est tout. OK? Donc, la bonne biodisponibilité n'est pas égale à l'efficacité. Par contre, une bonne biodisponibilité avec une vitesse d'absorption, de résorption qui est optimale, ça peut définir une efficacité. Regardez, je reprends une bonne biodisponibilité, une faible vitesse, pas d'efficacité. Une bonne biodisponibilité, une forte vitesse d'absorption, toxicité. Par contre, une bonne biodisponibilité, la UCMLR, et une vitesse d'absorption qui est optimale, ça sous-entend que ça nous renseigne sur l'efficacité. Donc, je répète, encore une fois, la biodisponibilité tout seul me renseigne uniquement sur l'absorption. Elle ne me renseigne pas sur l'efficacité. D'accord? Ici également, il est important de définir le terme index thérapeutique qu'on appelle également fenêtre thérapeutique, qu'on appelle également intervalle thérapeutique. L'intervalle thérapeutique, c'est l'intervalle entre le seuil thérapeutique et le seuil de toxicité. Regardez,
قلنا باللي chaque médicament لازم يلحق à un seuil d'efficacité. لازم يلحق une certaine concentration باش يبدا يولي efficace. Ce n'est pas efficace. Où chaque médicament est caractérisé par son seuil de toxicité. Quand il dépasse une certaine concentration plasmatique, il devient toxique. Donc, l'index thérapeutique ou la fourchette thérapeutique, ok, c'est l'intervalle entre le seuil d'efficacité et le seuil de toxicité. هذا هو l'intervalle. Alors, ce qu'il faut noter, si vous avez un bout de papier قدامكم ou un stylo, c'est, il faut le noter, il est très important. Il y a des médicaments qui ont un index thérapeutique étroit, d'accord? Et il y a des médicaments qui ont un index thérapeutique large. واش معناتها un index thérapeutique étroit, ضيق؟ معناتها le médicament sa dose efficace thérapeutique est très proche de sa dose toxique. Notez comme un exemple. Un médicament, la dose efficace, elle est de 15 mg par 15 mg par millilitre le sang. Sa dose toxique, elle est de 20. Mais le 15 et le 20, ما كاش بزاف. هذا, on peut dire que c'est un médicament avec un index thérapeutique étroit, ضيق. On peut facilement basculer d'un effet thérapeutique vers un effet toxique. D'accord? Par contre, un médicament qui a un index thérapeutique ou une fourchette thérapeutique large, la dose, par exemple, thérapeutique dialogue 15 mg par millilitre. Et sa dose toxique, 150 mg par millilitre. Maintenant, il y a un chiffre, 10 fois plus BULI toxique. Dans ce cas-là, je considère que mon médicament, dans ce cas-là, a une fourchette thérapeutique ou un index thérapeutique étroit. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la notion de biodisponibilité, de vitesse de résorption et d'index thérapeutique? Oui, j'attends les questions. Et c'est les larges, c'est 150. Pas obligatoirement, c'est juste un exemple, d'accord? Large, qu'est-ce qu'il faut retenir? Large, un index thérapeutique large, لازم تكون la dose thérapeutique بعيدة على la dose toxique, d'accord? هذا ما كان. C'est juste un exemple que j'ai dit, 15 et 150, d'accord? Et dans le cas où l'index thérapeutique est T3, d'accord, il est T3, dans ce cas-là, la dose thérapeutique est très proche de la dose efficace, de la dose toxique. Et ça pose problème parce que si le malade ne respecte pas la posologie, il peut très facilement basculer vers une toxicité. Voilà. Monsieur, Oui, oui, je vous écoute. les médicaments qui ont un index étroit, donc ils ne présentent pas une efficacité. Si, ils présentent une efficacité. Donc, ils arrivent à un seuil d'efficacité, ils commencent à présenter. Mais on peut basculer facilement vers une toxicité. C'est-à-dire, le malade, mais un comprimé, on va décider un deuxième comprimé 2 heures après ou l'être. Parce que s'il prend juste après un autre comprimé, il bascule très facilement vers une toxicité. Là, parce que la dose thérapeutique est trop proche de la dose toxique. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. De rien. Voilà. Donc, on a vu maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette, avant d'aller vers la distribution? Qu'est-ce qu'on retient depuis, on a une demi-heure qu'on a commencé, que la biodisponibilité, s'il vous plaît, est un paramètre pharmacocinétique qui me renseigne sur l'absorption. Plus la biodisponibilité est importante, 90%, 80%, plus l'absorption est bonne. Elle me renseigne, c'est un paramètre pharmacocinétique qui renseigne sur l'absorption. Mais en aucun cas, la biodisponibilité ne
le devenir du médicament au niveau sanguin, puis sa diffusion dans les tissus. Et regardez les mots que j'ai utilisés. En fait, la distribution est divisée et subdivisée en deux parties. Le devenir du médicament au niveau de la circulation sanguine. Deuxième partie, sa diffusion dans les tissus. D'accord? Donc, la distribution comprend deux parties, deux phases. La phase de distribution elle-même contient deux phases. La première phase, le transport sanguin ou la phase plasmatique, et on a la deuxième phase qu'on appelle la diffusion tissulaire ou la phase tissulaire. D'accord? Alors, regardez. Vous avez ici sur cette diapositive un schéma. Ici, vous avez, la partie, les cellules intestinales. On a dit que sur ce cours-là de pharmacocinétique, on prenait toujours comme référence pour que vous compreniez la voie orale. Donc, si c'est la voie orale, le médicament, soit il est absorbé par elle est bloquée, allumée, elle est bloquée où? Est-ce que vous arrivez à voir? Non? Ça marche pas si on arrive à voir. Très bien. Ça marche très bien. Merci. Donc, comme les cellules intestinales, d'accord? Vous avez les vaisseaux sanguins. Il y a le sang. D'accord? Et là, vous avez le tissu ou organe. Si ça sous-entend que le médicament va venir, d'accord, en cours de phase d'absorption, le médicament va faire quoi? Comme on l'a vu, va traverser, les cellules intestinales. Il va traverser, les membranes plasmiques par les mécanismes qu'on a vus. Transport passif essentiellement. Pour certains médicaments, c'est par transport facilité. Pour quelques médicaments, c'est un transport actif ou encore par endocytose. Ce qui est sûr, lors d'une absorption, lors d'une administration orale, le médicament doit traverser les cellules intestinales, les biomembranes. Une fois arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser, les vaisseaux sanguins. Il faut savoir que la majorité des vaisseaux sanguins ici, les cellules sont formées par des cellules, regardez, qu'on appelle les cellules endothéliales. Entre les cellules endothéliales, il y a des espaces intercellulaires. Donc, le médicament peut passer à travers ces espaces entre les cellules endothéliales qui forment les vaisseaux sanguins. Le médicament, il donc, c'est la phase d'absorption. Dès qu'on arrive vers les vaisseaux sanguins, on commence dans la phase de distribution. Donc, dans cette phase de distribution qui est là, le médicament est dans la circulation générale. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, regardez, s'il vous plaît, essayez de suivre. Le médicament, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interagir avec les protéines plasmatiques. Vous savez que votre plasma, que votre sang est très riche en protéines. Par exemple, l'albumine, les globulines, les lipoprotéines. Il est très, très riche en protéines, en protéines plasmatiques, même des anticorps. C'est plein de protéines. Donc, la première étape, le médicament peut réagir avec les protéines. Il sera fixé. Il va se fixer sur les protéines plasmatiques. Il faut savoir une chose, c'est un secret que je vous dis, que cette liaison médicament-protéine, elle est réversible. Elle est réversible. Maintenant, le médicament peut se lier aux protéines plasmatiques un certain temps, un certain moment, puis il peut se redissocier. Je sais également que le médicament peut également aller vers à l'intérieur des éléments figurés du sang, c'est-à-dire vers les cellules. Vous avez ici des globules blancs
et vous avez des globules rouges. Le médicament, c'est des cellules. Le médicament peut tout simplement traverser la membrane de ces cellules. Donc, imaginez ce matin, vous avez pris du paracétamol ou là de l'aspirine. Cette aspirine, lorsque elle est absorbée, elle est arrivée dans la circulation générale, on commence la phase de diffusion, de distribution. Le médicament, il ne faut pas s'imaginer qu'il va direct vers les organes, c'est faux. Il va tout d'abord réagir avec les protéines plasmatiques et avec les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules blancs, les cellules immunitaires et les globules rouges. C'est également une réaction qui est réversible, c'est-à-dire le médicament qui rentre dans ces cellules peut ressortir. Et une partie du médicament, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller diffuser vers les tissus et organes. Donc finalement, comme je viens de le dire tout à l'heure, lorsque j'ai commencé la distribution, la phase de distribution comprend deux étapes, la phase vasculaire et la phase tissuaire. La phase vasculaire, ce qui se passe, comment il va le médicament se distribuer la circulation générale, et la phase tissulaire, comment le médicament va se distribuer vers les organes. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la phase de distribution? Alors, je répète, on a la phase de distribution, c'est deux étapes. Elle est constituée de deux étapes. Parce que après la phase d'absorption, le médicament, lorsqu'il arrive dans la circulation générale, regardez là, comme au milieu un vaisseau sanguin, le médicament ne va pas directement diffuser vers les tissus. Il va tout d'abord réagir avec les composantes du sang, d'accord? Les composantes de votre sang, c'est-à-dire les protéines. Il va former des complexes protéiques et il va être absorbé ou résorbé par les cellules immunitaires et les globules rouges. C'est ce qu'on appelle la phase vasculaire. Et le fait que le médicament se distribue vers les tissus, on appelle ça la phase tissulaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la distribution comprend le transport sanguin ou la phase plasmatique et la diffusion tissulaire proprement dite, la phase tissulaire. OK? Est-ce que vous avez compris maintenant? Monsieur, merci. Très bien. Alors, voilà. Donc, on avait notre médicament qui arrive dans le sang. C'est la phase de distribution qui commence. Il se lie aux protéines, il se lie aux éléments figurés du sang, c'est-à-dire aux cellules. C'est une réaction réversible et une partie du médicament va aller vers les tissus. Donc, phase de distribution, on a la phase sanguine ou la phase plasmatique et la phase tissulaire. Voilà. La phase vasculaire et la phase tissulaire. Très bien. Alors, donc il va de soi, et c'est logique de commencer avec le transport sanguin ou la phase vasculaire. Comment votre médicament, les tissus, comment votre médicament va réagir avec les protéines plasmatiques. D'accord? Donc, premièrement, c'est l'interaction de votre médicament avec les protéines plasmatiques. Donc, ici, vous avez un tableau qui récapitule la liaison des différents médicaments aux protéines plasmatiques. Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre. On avait dit la semaine dernière que beaucoup de médicaments étaient soit des acides faibles, soit c'était des bases faibles. Et là aussi, dans la phase, et on a dit que les bases faibles étaient absorbées au niveau des intestins parce qu'ils étaient non chargés au niveau des intestins, et on avait dit que les médicaments acides faibles, d'accord, étaient absorbés au niveau de l'estomac parce qu'ils étaient non chargés au niveau de l'estomac. La phase vasculaire, il y a également une différence entre les médicaments acides faibles, d'accord, et les médicaments bases faibles. Ce qu'il faut savoir, que les acides faibles, les médicaments acides faibles se lient exclusivement à l'albumine.
à l'albumine. Parce que l'albumine a des charges positives, beaucoup de charges positives. Et le médicament acide faible, ok, lorsqu'il va se retrouver dans le sang, vous savez que le sang, le plasma, a un pH qui est égal à 7,3. Il est neutre. C'est un pH qui est neutre. Donc, votre acide va devenir CO-. Il est chargé. Il est attiré, il est capté par l'albumine. C'est ce qui se passe lorsque vous prenez de l'aspirine. C'est réellement ce qui se passe. Si vous prenez un comprimé d'aspirine, une fois qu'il est absorbé, une fois qu'il est arrivé dans la circulation générale, il trouve un pH 7,3, il sera chargé. Il est capturé, il est piégé par l'albumine. Donc, tous les médicaments, tous les principes actifs, acides faibles, se lient de manière exclusive, mais uniquement à l'albumine. Alors, regardez ici, ça doit attirer votre attention, c'est une fixation qui est réversible. D'accord? Maintenant, le médicament, il peut se lier et à un certain moment, il peut se détacher. Et on sait qu'il y a très peu de sites de fixation sur l'albumine. Donc, ce qui se passe, ça va poser problème. OK? Imaginez l'albumine, Cayenne, pour une molécule d'albumine, une protéine d'albumine, il y a 3 sites de fixation. C'est juste un exemple, hein, c'est pas la réalité. 3 sites de fixation. Et vous avez un médicament A et un médicament B. D'accord? Mais les autres, les offrent l'albumine. Le médicament A a comme 3 منه, ou le médicament B a comme 3 منه, 3 molécules qui vont se fixer. Ils vont rentrer en compétition parce que le nombre de sites de fixation l'albumine, il est faible. Le nombre de sites est faible. Donc, on peut arriver très facilement à une saturation de l'albumine où il y a des médicaments libres. Donc, on peut avoir des interactions médicamenteuses possibles. Il est de l'A à le médicament B en même temps, le B ou l'A donc il prend la place du A ou vice versa. Le médicament A se fixe sur les 3, il va les saturer et le B et ça va poser problème. D'accord? Donc, interaction médicamenteuse possible. Alors, quels sont les exemples? Vous avez quelques exemples de médicaments, d'accord, qui se fixent sur l'albumine, hein, comme les diurétiques. Les diurétiques, c'est des antihypertenseurs, d'accord. Vous avez les barbituriques, c'est des médicaments qu'on utilise pour les crises d'épilepsie, d'accord. Et les hypocholestérolémions, c'est-à-dire les gens qui présentent une hypercholestérolémie. Donc, le cholestérol dans le sang, on leur donne des hypocholestérolémions. Vous avez également l'aspirine, par exemple les alianas. Les alianas, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est des acides faibles. Ok, ils se fixent exclusivement à l'albumine. Par contre, les principes actifs base faible, regardez, ils ne se lient jamais, mais ils se rochent jamais l'albumine. Ils se lient aux lipoprotéines, aux glycoprotéines et aux globulines. Alors, fixation réversible comme pour l'albumine. Et ce qui fait la différence, on a de très nombreux sites de fixation. Donc, c'est impossible. On n'a pas de phénomène de saturation. Et on ne peut pas avoir d'interaction médicamenteuse vis-à-vis de la liaison aux protéines plasmatiques. D'accord? Est-ce que vous avez, et regardez l'exemple, il y a beaucoup d'antidépresseurs, ok? Les antidépresseurs, bzaf, c'est des bases faibles. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la liaison? Alors, il y a une question, oui. Alors, le clamoxyle, c'est un médicament, il faut aller voir sa structure. Je n'ai pas l'information en tête, d'accord? Il faut vérifier sa structure. Est-ce c'est un bêta-lactame? Est-ce qu'il porte une fonction basique ou il a une fonction acide? C'est probablement une fonction basique, si mes souvenirs sont bons.
Donc, mais il faut le vérifier. À faire. Mais généralement, normalement, il y a une fonction basique. Donc, c'est un acide, c'est une base faible. Donc, il sera plutôt lié aux lipoprotéines, aux glycoprotéines et alpha-bêta globulines. Mais il faut le vérifier, d'accord? Voilà. Très bien. Alors, ici, vous avez une classification sur cette diapo, classification des médicaments en fonction du pourcentage de liaison aux protéines plasmatiques. Donc, vous avez des médicaments qui sont fortement fixés. Quand est-ce que vous avez le droit de dire que c'est un médicament qui est fortement fixé? Lorsque le pourcentage, la quantité de médicaments sur 100% de médicaments, comme 90%, il s'appelle les protéines. Vous avez des médicaments moyennement fixés. Lorsque le pourcentage de fixation varie entre 30 et 90%. Et vous avez des médicaments faiblement fixés. C'est les médicaments où le taux de fixation est inférieur à 30%. Très bien. Alors, vous allez me dire forcément, d'accord, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence de cette fixation? Maintenant, imaginez, chacun de vous essaie d'imaginer avec moi un médicament qui a été pris, l'aspirine par exemple, dans la circulation générale. Et on sait, je vous ai dit, l'aspirine chargée négativement, le sang, parce que c'est un acide faible. pH du sang, il est neutre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va se lier à l'albumine. C'est quoi la conséquence? Il y a des conséquences. D'accord? Alors, quelles sont les conséquences de la fixation du médicament protéine plasmatique? La première, on sait que seule la forme libre du médicament est diffusable dans le tissu. Donc, seule la forme libre du médicament est active sur le plan pharmacologique. Est-ce que vous avez compris? Seule la forme libre peut diffuser. Je l'explique. OK? Je l'explique. Regardez. Hadia, on a dit que lorsque le médicament... Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, très bien. Lorsque le médicament, il arrive dans la circulation générale, après la phase d'absorption, il commence à se distribuer. Phase vasculaire et phase tissulaire. La phase vasculaire, il va former, d'accord, des liaisons réversibles avec les protéines. Et regardez ce qui se passe. Regardez. La taille de la protéine, elle est énorme. La plus faible, ok, les protéines qui ont le plus faible PM, le plasma, il est de 67 kilodaltons. C'est l'albumine. L'albumine, elle a un poids moléculaire de 67 kilodaltons. Et on sait que 67 kilodaltons ne peut pas traverser. Les médicaments traversaient l'espace qui se trouvait, à travers l'espace qui se trouvait entre les cellules endothéliales. Donc, si il est sous forme liée aux protéines, le complexe médicament-protéine ne peut pas traverser l'espace entre les cellules endothéliales. Uniquement, la forme libre du médicament et non pas la forme liée. Seule la forme libre est diffusable, peut diffuser vers les tissus. La forme liée ne peut pas diffuser. Donc, un médicament qui a une forte liaison aux protéines plasmatiques, supérieure à 90%, sa diffusion tissulaire vers les tissus, elle est lente. Parce que lorsque il disparaît, la forme libre disparaît, il va se redissocier. La partie va encore diffuser, il va se redissocier. Mais ça va prendre beaucoup de temps. OK? Donc, je répète, voilà, seule la forme libre du médicament est diffusable, qui peut diffuser vers les organes. La forme liée, là. D'accord?
Très bien. Hadi, c'est la première conséquence. Qu'est-ce qu'il en est pour la deuxième conséquence? La deuxième conséquence de la fixation du médicament protéine, c'est la prolongation de la durée de vie du médicament dans l'organisme. À l'âge, les sulfamides retard, regardez, les sulfamides retard, les sulfamides, c'est des médicaments qui présentent un groupement sulfate, un thiosulfate. OK? Se lie à 98%, 98% aux protéines plasmatiques. Regardez leur demi-vie, le T1,5, pour que 50% de ce médicament soit éliminé du corps. Regardez, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça fait quoi en termes de jours? Ça fait quoi? Aidez-moi les jeunes. 3 jours à peu près. 3 jours à peu près. Tiltiyam, bâche, le médicament, ok, soit à moitié éliminé. Mostaou, il est éliminé. Parce que il est retenu, la phase vasculaire, il est retenu par les protéines plasmatiques. Par contre, regardez, la diazine est un autre sulfamide, mais antibiotique. C'est un sulfamide, mais c'est pas un sulfamide de retard. Il peut se fixer, il est peu fixé, il se fixe très peu aux protéines plasmatiques. Regardez la demi-vie de 4 à 5 heures. Donc, les deux médicaments, c'est des sulfamides. On les appelle retard, sulfamide antibiotique. هذا 70 ساعة 3 أيام وهذا la demi-vie تاعو 4 et 5. Pourquoi il a été retenu prolongation de la durée de vie? Juste parce qu'il y a une différence de liaison aux protéines. Donc, je répète, les conséquences de la fixation du médicament. Seule la forme libre peut diffuser vers les tissus. Donc, seule la forme libre peut exercer protéines plasmatiques. Quand le médicament est acide. Bien. Lorsque le médicament est acide, il y a très peu de sites de fixation à l'albumine, donc on peut assister à un phénomène de compétition. Je vous donne un exemple pour comprendre cette interaction médicamenteuse. Voilà. Regardez. Exemple d'une interaction médicamenteuse pour la liaison aux protéines plasmatiques. Comme un médicament qu'on appelle la warfarine. La warfarine, c'est un anticoagulant. Les gens qui ont un problème, ok, de caillots sanguins, ok, on leur prescrit, le médecin appelle la warfarine. C'est un anticoagulant. Comme ça, le sang sera plus fluide et ils n'auront plus de caillots sanguins. D'accord? Cette interaction, c'est lorsqu'on administre VS, c'est-à-dire viruseuse indométacine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est également valable pour l'aspirine. Donc, essayez d'imaginer avec moi quelqu'un qui est parti chez le médecin et le médecin lui a prescrit à la fois de l'indométacine et à la fois de la warfarine. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, la warfarine a une fonction acide, COOH. L'indométacine, ok, a une fonction COH, acide. Donc, on imagine bien que ces deux médicaments, une fois arrivés dans la circulation générale, ils vont se lier à l'albumine. Mais les autres, ils l'albumine. Donc, finalement, il y a une interaction. S'il y a une prise simultanée ou décalée, ils vont se lier les deux aux protéines plasmatiques, il y aura une compétition. Imaginez que si l'indométacine a pris toutes les places à l'albumine, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe pour la warfarine? Est-ce que sa concentration libre sera augmentée ou la diminuée? La quantité de warfarine libre. Si indométacine à tout prix, la warfarine aussi sera là. Est-ce qu'elle sera libre ou liée? Libre. Elle sera libre. Et elle va se retrouver, la quantité libre sera très très importante. Et vous saurez qu'est-ce qu'il y aura? Une toxicité. La personne va subir quoi? N'oubliez pas que la warfarine est un anticoagulant. Qu'est-ce qu'elle risque, la personne? Qu'est-ce qu'elle peut risquer? La coagulation du sang. Et donc, elle va subir une hémorragie. D'accord? C'est-à-dire, pas des caillots, mais plutôt, Rafiq, elle va avoir, si je donne beaucoup de warfarine, c'est un anticoagulant. Donc, ils auront plutôt une hémorragie, un risque d'hémorragie. À l'âge, parce que d'habitude, lorsque je donne warfarine seule, une partie sera libre, une partie sera piégée par l'albumine. Donc, aller vers le seuil de toxicité. Par contre, si je donne que de l'indométacine en même temps, l'indométacine rentre en compétition pour la liaison protéine plasmatique, et là, qu'est-ce qui se passe? Votre warfarine va être totalement libre, il n'y aura pas de partie non diffusable, elle va diffuser, et elle va exercer son effet anticoagulant et la personne va avoir une hémorragie. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Je répète. Alors, d'ailleurs, pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour vous donner un exemple sur la compétition par rapport à la liaison aux protéines plasmatiques. L'indométacine ou l'aspirine sont des AIM, anti-inflammatoires, non stéroïdiens. Ils sont chargés le sang. Warfarine, kiff, une fonction acide. Elles vont toutes les deux. Ces deux molécules veulent se fixer sur l'albumine. L'indométacine va se fixer sur l'albumine. L'albumine va être saturée. La warfarine va se retrouver libre en grande quantité. Au lieu qu'une partie soit fixée sur l'albumine, elle va se retrouver totalement libre parce que l'indométacine lui a pris sa place. D'accord? Elle est rentrée en compétition. La warfarine se retrouve libre en grande quantité, donc c'est un anticoagulant. La personne qui a pris simultanément warfarine et indométacine, à cause de la compétition, il peut avoir une hémorragie. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Parfait. Donc, je répète, 3 conséquences, une dernière fois, 3 conséquences. OK. La conséquence de la fixation des médicaments protéines plasmatiques, seule la forme libre est diffusable et seule la forme libre est active. Prolongation de la durée de vie du médicament dans le sang et une interaction médicamenteuse possible. Très bien. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la fixation protéique? Premièrement, le pH sanguin. Lorsque le pH sanguin, généralement, il est fixe. C'est dans la plupart des cas, le médicament est fixe. D'accord? C'est-à-dire qu'il est à 7,3. Alors que lorsqu'il y a un problème d'acidose métabolique, c'est quoi une acidose métabolique? C'est par exemple chez les personnes qui ont un problème de diabète. L'acidose métabolique, il y a des corps cétoniques qui sont produits. Ces corps cétoniques sont acides. Donc, le pH du sang peut changer dans certains cas. Dans ce cas-là, si le pH sanguin chez les diabétiques qui ont une acidose métabolique, l'interaction, la fixation aux protéines va changer ou allège parce que, imaginez le COH, l'aspirine ou l'indométacine, COH, elle peut se fixer
L'aspirine, parce que elle prend une charge négative sur le sang. D'accord? Parce que le sang est neutre. Mais si le sang devient acide, le COH ne va pas se fixer, ne va pas prendre une charge. Donc, votre médicament ne va plus se fixer sur l'albumine. Et dans ce cas-là, le pH sanguin va changer, influence la fixation des médicaments aux protéines. Deuxièmement, saturation des sites de fixation. Alors, je vais répéter. Je reprends la notion de pH sanguin. Donc, attendez, je pousse. Alors, j'ai dit que pH sanguin, là, normalement, le facteur n'est pas très, très important à l'âge. Parce que dans la plupart des cas, le pH sanguin, c'est primordial. C'est une question de vie ou de mort. Le pH sanguin ne change pas. Il est toujours égal à 7,3. Sauf dans certains cas pathologiques. Quel est le cas pathologique où le pH du sang peut changer? C'est l'exemple du diabète. L'une des complications au diabète, c'est l'acidose métabolique. L'acidose métabolique. Comme son nom l'indique, une acidose veut dire que le pH du sang devient acide. Si le pH du sang, le pH sanguin devient acide dans ce cas pathologique, qu'est-ce qui se passe? Tous les médicaments acides qui vont arriver dans la circulation générale ne vont pas être chargés. D'accord? Parce qu'ils vont se retrouver dans un pH acide. Parce que dans l'acidose métabolique, le pH sanguin devient acide. Ils vont pas prendre une charge. Ils seront pas ionisés. Ils seront non chargés. Si les médicaments acides sont prescrits pour une personne qui présente une acidose métabolique, d'accord? Ils ne seront pas chargés le sang parce que le pH est acide. Et s'ils ne sont pas chargés, ils ne vont pas se fixer sur l'albumine. Est-ce que c'est compris? Oui ou non? Donc, ils vont dissoudre dans le sang, ils vont pas arriver au pancréas. Ils vont être libres dans la circulation générale, d'accord? Et leur concentration va se retrouver très forte, le sang libre. On a dit que seule la forme libre était active sur le plan pharmacologique. Donc, si c'est des médicaments avec un index thérapeutique étroit, vous pouvez vraiment facilement basculer vers une toxicité. Est-ce que vous avez compris? Oui. Parce que d'habitude, le médicament acide, une partie se fixe sur l'albumine. La partie, elle est inactive. Elle est piégée par la protéine. D'accord? Par contre, si il se fixe plus, sa concentration va être très, très importante. Sa concentration libre. D'accord? Et si ce médicament a un index thérapeutique ou une fourchette thérapeutique étroite, son seuil thérapeutique est très proche de son seuil de toxicité, il va facilement basculer vers une toxicité. Très bien. Le deuxième point, c'est la saturation des sites de fixation. D'accord? Dans certaines pathologies, d'accord, le taux d'albumine diminue. Donc, je vous pose une question. L'albumine, elle est produite par quel organe, s'il vous plaît? L'albumine, s'il vous plaît. L'albumine, elle est produite par qui? C'est une protéine du plasma, mais elle est fabriquée par qui? Quel organe? N'ayez pas peur, hein, on est en train d'apprendre, d'accord? C'est par le foie. Très bien. Exact. Sarah Mostfai. C'est vrai, ils sont produits par les hépatocytes, par le foie. D'accord? L'albumine est produite par le foie. Donc, certaines personnes qui ont une insuffisance hépatique, c'est-à-dire leur foie ne bosse pas, il a un problème, par exemple, lors d'une hépatite, il y aura une diminution de la quantité d'albumine, le sang. Donc, il y aura une saturation très, très rapide qui est accélérée et vous pouvez basculer vers des interactions
médicamenteuse. OK? Vous avez également une interaction avec les substances endogènes. Il y a des substances endogènes qui peuvent rentrer en compétition avec vos médicaments pour la fixation aux protéines plasmatiques. Par exemple, vous avez les acides gras libres. Les acides gras libres, une personne qui mange beaucoup de gras, elle aura beaucoup d'acides gras libres, il y aura une diminution de la fixation protéique des médicaments. D'accord? La bilirubine, comme vous le savez, c'est le produit de dégradation de l'hémoglobine. D'accord? On sait que une personne si une personne a beaucoup de bilirubine, elle aura quelle pathologie? La bilirubine a une couleur jaune, hein? Elle a une couleur jaune. Je vous aide, je vous mets sur les rails. La bilirubine. Une personne qui a un taux élevé de bilirubine. Juste une... Jaunisse. Très bien. Bushfire. D'accord? Très bien. Donc, une personne qui a une jaunisse, d'accord, Bushfire, ok, bilirubine, le taux tahakbir. La bilirubine, on sait qu'elle diminue la fixation des médicaments aux protéines plasmatiques. Maintenant, une personne qui souffre d'une jaunisse, il faut faire très attention par rapport au dosage des médicaments. Parce que ce qu'on donne, il va être vraiment libre et non pas piégé par les protéines plasmatiques. Très bien. Et vous avez également les interactions médicamenteuses. Donc, je reprends, le pH sanguin influence la fixation en protéines, la saturation des sites de fixation influence la fixation des protéines, l'interaction avec les substances endogènes influence la fixation en protéines, et les autres médicaments, la prise simultanée de médicaments peut également influencer la fixation aux protéines. Voilà. Donc, on commence maintenant avec la partie transport sanguin ou phase vasculaire. Toujours avec la phase vasculaire, mais la fixation cette fois-ci aux éléments figurés du sang. Au chemin, les éléments figurés du sang. Cette fois-ci, on va plus parler de la fixation aux protéines, mais la fixation de vos médicaments aux cellules, c'est-à-dire globules rouges et du médicament dans le plasma et voir le rapport. Si le rapport est supérieur à 1, le rapport, la division est supérieure à 1, la fixation, la quantité de médicaments fixés sur les hématies, elle est plus importante que la quantité qui se retrouve au niveau du plasma. Si le rapport est supérieur à 1, automatiquement que votre médicament présente une très grande affinité pour les cellules sanguines et non pas pour le plasma. D'accord? Alors, les conséquences, quelles sont les conséquences? C'est que pour faire, qu'est-ce qu'on a dit? Quel était le graphe le plus important en pharmacocinétique? Qui peut me répondre concernant cette question? La concentration plasmatique en fonction du temps. Très bien. On a dit que le graphe de base en pharmacocinétique, c'était la concentration plasmatique en fonction du temps. Mais là, ce qu'il faut savoir, si le rapport est supérieur à 1, on sait que votre médicament a une fixation très forte pour les hématies, donc le dosage du médicament ne se fera plus à partir du plasma. D'accord, le graphe et concentration plasmatique du médicament, concentration sanguine. Je prends tout le sang total, et j'effectue mon dosage pour mon médicament. D'accord?
donc le dosage à partir du sang total au lieu du plasma pour déterminer la pharmacocinétique du médicament. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est une diffusion plus lente du principe actif à partir du globule rouge que les protéines, puisque on a là que la liaison protéine, elle était réversible. D'accord? C'est-à-dire, dès que votre médicament a complètement diffusé vers les tissus, il disparaît du plasma. S'il disparaît du plasma, la liaison protéine, sa formule liée, va se dissocier. D'accord? Cette diffusion est plus simple et plus rapide que la diffusion à travers les globules rouges. D'accord? Troisième cas, vous avez... est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Oui. Très bien. Il y a également le risque de toxicité en cas de chirurgie. Imaginez que à l'intérieur de votre cellule sanguine, il y a de fortes concentrations de médicaments. En cours de chirurgie, si une personne subit une opération chirurgicale, vous savez que lors des chirurgies, il y a le phénomène d'hémolyse. Les cellules sanguines vont éclater et elles vont libérer leur contenu, notamment le médicament qu'elles ont absorbé. D'accord? Je vais l'expliquer sur une diapo. D'accord? Regardez. Les globules rouges, GR c'est pour globules rouges, ou MAC peut jouer le rôle de réservoir. Regardez, c'est l'exemple des patients sous oxaliplatine. L'oxaliplatine, c'est un médicament anticancéreux. C'est-à-dire, chez certains patients qui ont le cancer, comme le cancer colorectal, de l'oxaliplatine. C'est un dérivé de platine. D'accord? Donc, c'est un anticancéreux, l'oxaliplatine, un anticancéreux. Il est cytotoxique et il est prescrit pour les cancers digestifs. Le cancer colorectal, le cancer, par exemple, de l'estomac, mais il n'est pas prescrit pour les autres types de cancers, le sein ou le poumon. Il est uniquement donné pour les cancers digestifs. L'oxaliplatine est séquestré dans les érythrocytes. Il a une très bonne affinité pour les érythrocytes, pour les globules rouges. Il va être piégé, séquestré, piégé. Il joue dans les globules rouges et il a une toxicité qui est limitante. Il n'a pas une forte concentration et très très forte. Il a une toxicité aiguë et qui peut être également chronique. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va donner à ces patients l'oxaliplatine va pénétrer à l'intérieur des globules rouges et il sera stocké. Il sera stocké. En cas de chirurgie, regardez, il y aura une chirurgie, il y aura une hémorragie et une hémolyse. Les chirurgies lourdes sont toujours liées à un risque hémolytique, à une hémolyse, à une hémorragie. Et d'un seul coup, d'accord, les globules rouges vont libérer leur contenu en médicaments, en oxaliplatine. Qu'est-ce qui se passe? La concentration très vite. Et vous allez systématiquement avoir un effet toxique. Donc, hémolyse, regardez, lisez avec moi, lors de l'hémolyse, lors de la chirurgie, l'hémolyse, relargage de l'oxaliplatine dans l'organisme en une seule fois, une forte quantité, donc la personne aura une neurotoxicité qui sera tardive. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Je vous écoute, est-ce que vous avez compris? Oui, très bien. Donc, je répète. Vous pouvez répéter parce que j'avais un problème de connexion. D'accord, je répète. Quelles sont les conséquences de la liaison, de la fixation des médicaments aux éléments figurés du sang? Premièrement,
je fais plus établir le graphe concentration plasmatique en fonction du temps, mais je vais l'établir concentration sanguine en fonction du temps. Deuxième point, la diffusion est très lente du principe actif par rapport aux protéines. Troisièmement, il y a le risque de toxicité en cas de chirurgie. Voilà, je crois là, en cas de chirurgie, les globules rouges, il y a un très grand problème. Les globules rouges vont éclater et elles vont libérer leur contenu. C'est un cas réel qui est rencontré chez les personnes cancéreuses qui sont sous traitement avec l'oxaliplatine. L'oxaliplatine a une forte affinité pour les globules rouges. Dès qu'on le donne aux malades, aux cancéreux, cette oxaliplatine va diffuser à l'intérieur des globules rouges. Et il va se concentrer, il va rester dedans. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une chirurgie lourde, pour enlever le cancer, la tumeur, il y aura une hémolyse. S'il y a une hémolyse, il y a un relargage de l'oxaliplatine en une seule fois, une libération en une seule fois avec une forte quantité. Donc, vous aurez dans l'organisme quoi? Vous aurez une neurotoxicité et la personne, au lieu de mourir d'un cancer, elle va mourir par une neurotoxicité. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est bon? Très bien. Très bien. Parfait. Donc, il nous reste maintenant la phase de distribution tissulaire ou la phase tissulaire. On a vu donc aujourd'hui la phase vasculaire, c'était la première étape de la phase de distribution. Il nous reste, Inch'Allah, donc on a terminé pour aujourd'hui, la phase tissulaire, ce qui va se passer, comment votre médicament va aller vers les tissus. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail ou encore les préparer pour, Inch'Allah, le lundi prochain. Voilà, d'accord? Très bien. Je vous remercie pour votre attention.